Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Moi, jamais je n'oublierai la mort d'un enfant de la cité, foudroyé par une balle perdue alors qu'il revenait de l'école. Je voudrais que jamais cet univers soit celui de la violence, de l'inquiétude, du deuil. Faire revivre l'espoir, fleurir les murs bétonnés, transformer ces immeubles en un espace reconquis où les langues se mélangent et font des parties de foot polyglottes. Nos espaces de jeu étaient des parkings, des cages d'escalier, des caves d'immeubles si hauts qu'on en devient encore plus petit. Leurs ombres barrent la route au soleil, donnent à cet univers déjà sinistre encore plus de tristesse. Les aînés, divisés en deux groupes, les uns blonds, les autres basanés, s'affrontaient dans des bagarres nocturnes interminables. Les blonds avaient baptisé leur cave l'église Sainte Seringue, les autres le temple de l'as de pique. Ils se retrouvaient en fin de soirée assis en rond dans une semi-obscurité. La seringue empoisonnée tournait comme un manège. Chacun d'entre eux croyait porter un soleil dans la tête en pleine nuit. Nos nuits n'avaient plus de matin. Nos mélanges ne cachaient aucune vérité. Nous étions gladiateurs, victimes de nos propres jeux, toujours champions, mais jamais vainqueurs. Ça, c'est du sérieux. Moi, je ne veux pas raconter d'histoire parce que ce que j'ai à dire est gravement grave. Mais c'est à nous d'en juger. J'espère que vous n'êtes pas raciste. C'est quoi, raciste? Vous ne parlez pas la même langue que nous. Et vous voulez nous juger? Depuis tout à l'heure, c'est quoi ceci, c'est quoi cela? Écoutez, si vous ne savez pas ce que c'est qu'être raciste, alors moi, je ne viens pas dans votre ailleurs. Si on ne sait pas ce que c'est que ça n'existe pas chez nous. C'est ce qu'on dit toujours. Vous êtes comme les autres, ceux de la Ligue des droits pour l'ailleurs. À les entendre, on y voit tout droit à l'ailleurs. Mais dans les faits, non, je regrette. Le racisme, ça existe. Peut-être que Dieu n'existe pas, je n'ai pas été voir. Mais le racisme, je suis plus que sûre que ça existe. Mais c'est quoi alors raciste? C'est avoir des pensées en couleur. Au suivant. Il n'y en a plus. Je suis le dernier. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau Délivrez-vous. Un plateau définitivement, démesurément atypique. Nous sommes à la fleur du chêne. Voici la beauté de ce port rempli de princes qu'est cette ville. La fleur du chêne. Voici le nom d'une rue qui est à Port-au-Prince. Nous sommes donc dans cette rue au nom de poème pour recevoir Sylvie. Sylvie qui a le sang haïtien, Sylvie qui connaît Haïti, qui aime Haïti, qui a une enfant qui est haïtienne, Sylvie qui est comédienne, Sylvie qui est membre, participante, membre porteur d'un projet qui s'appelle Live Lib. Vous êtes sur la télévision Caraïbe, Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, ça va parler théâtre. Sylvie, est-ce que théâtralement, on peut dire bonjour d'une autre manière que dans la vie normale? Bonjour, cher D'Angelo. Je suis très honorée d'être dans ton émission. Ça, c'est un petit peu avec un rase, mais bon, Ouais. sinon... Mais j'aime bien ce début, j'aime bien ta façon de te porter pour dire ça. J'aime bien l'élan de la voix. Est-ce que cela sous-entendrait que le théâtre serait d'abord une affaire de posture? Une affaire de posture, mais à la fois une affaire aussi de retrouver le naturel sur scène pour pas que ça fasse
surjoué et que ce soit très naturel. Ça, c'est le plus difficile en théâtre. Être sur une scène, donc parler un tout petit peu plus fort que dans la vie normale, on appelle ça être avec le son timbré, mais à la fois rester le plus naturellement possible, c'est le plus difficile en théâtre. Mais est-ce que le théâtre souhaite reproduire la vie ordinaire ou est-ce que le théâtre souhaite enrichir la vie ordinaire? Il y a tous les cas de figure. Il y a des auteurs qui écrivent du théâtre, qui sont dramaturges. Et nous, comédiens, on a la chance de pouvoir intégrer ces mots comme si c'était les nôtres propres. Donc ça, c'est le plus grand travail aussi du comédien, de l'interprète. Il y a des réalités qu'on peut jouer. On peut faire du théâtre réalité, mais on peut faire aussi du théâtre tragédien, mais qui est toujours tiré de la réalité. Mais on a un code, il y a des codes différents en fait de jeu. Il y a plusieurs styles de théâtre. Il y a le théâtre dramatique et le théâtre vraiment, le théâtre drama comique. Il y a le théâtre la farce, il y a le théâtre de la tragédie. Il y a plusieurs types de théâtre. Il y a le théâtre aussi contemporain, qu'on parle avec les mots d'aujourd'hui, avec les auteurs d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a tellement de formes de théâtre. Et le théâtre, c'est à la fois les émotions mises sur un plateau, c'est à la fois donner la parole aux mots de la vie. Et si on arrive à avoir une réaction d'un spectateur qui dit oh, « c'est exactement ce que je voudrais dire, mais j'arrive pas à le dire », et c'est les mots de l'auteur qui le disent à travers des bouches des acteurs, et bien ça c'est déjà gagné. Et voilà, le théâtre c'est la vie à la fois. Ouais. La vie c'est le théâtre. Ouais, le théâtre c'est la vie et ce théâtre est porté par des comédiens. Le comédien étant un élément de la chaîne de production théâtrale. Mais ici, en Haïti, nous avons une vision quelque peu cliché de ce vocable de comédien. Dans l'imaginaire collectif haïtien, le comédien est un clown ridicule qui s'habille d'une manière extrêmement déjantée et qui est là pour faire rire dans un style loufoque. Là, on est dans la farce. Ouais. C'est vraiment le type farce, mais il n'y a pas que ce style de théâtre. Et c'est très important de le savoir. Bien sûr, en France, il y a eu beaucoup aussi cette période, c'est-à-dire où on disait quand on était comédien, « Ah oui, t'es saltimbanque, voilà. C'est pas sérieux, c'est pas un métier sérieux. » Et je ressens ça un tout petit peu ici, mais de moins en moins, parce que la jeune génération est là pour dire que le théâtre a vraiment son fardeau de messages et il est chargé de tout ça, quoi. Et c'est pas seulement dans le type de la farce, c'est vraiment dans toute l'émotion pure qui peut sortir des corps. C'est pas seulement la voix, c'est aussi un langage du corps, parce qu'un danseur peut très bien être aussi un comédien porteur d'une parole, même si c'est pas une parole avec des mots. C'est ça aussi le théâtre, c'est-à-dire le théâtre c'est tellement large, tellement vaste, qu'on a toutes les expressions possibles, on a toutes les formes d'expression corporelle et vocale possible. Alors, on va s'imaginer que les gens qui nous regardent là maintenant sont dans un cours de théâtre. C'est leur premier cours et ils assistent à ce cours depuis cette très belle résidence qui nous reçoit. Tu nous reçois. Merci Sylvie de recevoir toute l'équipe de production de l'émission Délivrez-vous. Dis à ces gens qui te regardent là, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Qu'est-ce qu'un comédien, Sylvie? Alors un comédien, c'est quelqu'un qui va monter déjà sur une scène. Je ne parle pas de l'acteur devant la caméra, mais là c'est le comédien du spectacle vivant. Un comédien, c'est quelqu'un qui va, de façon vivante, avoir à passer un message. Si ces jeunes ont 15-16 ans, ils vont savoir chacun pourquoi ils sont là. Chacun recherche quelque chose de précis quand on monte sur scène. À se faire entendre, à se faire regarder. Il y a tout ça. Il y a des timidités qui sont là et on va vaincre ces timidités par le fait de faire l'effort de monter sur scène, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire, ces jeunes de 15-16 ans, quand ils vont monter sur scène, ils vont être eux et ils vont être quelqu'un d'autre. C'est le plus beau métier au monde, en fait, le métier de comédien. C'est ce que les astronautes disent aussi. Parce qu'on peut être plusieurs à la fois. On peut être, si on est une femme d'une 60aine d'années, comme presque j'ai,
On peut jouer tellement de personnages. On peut jouer aussi une petite fille. On peut jouer aussi une adolescente. On va s'imaginer que les gens qui nous suivent là maintenant à la télévision constituent une grande salle de théâtre. Théâtre, voici le mot-clé, le théâtre qui est un langage sur le monde, le théâtre qui est farci de concepts. Et comme on l'a dit un peu en liminaire de l'émission, l'un des concepts clés, c'est le métier de comédien. Moi, j'ai 17 ans, je tombe comme par hasard sur Délivrez-vous, et il y a une dame qui me parle de théâtre. Mais qu'est-ce qu'un comédien? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Un comédien, c'est quelqu'un qui va transmettre une parole, qui va s'imprégner de mots qui sont les siens des fois, mais surtout les mots d'un auteur, avec une écriture spécifique à cette forme de théâtre. Ça, je n'ai pas oublié de le dire parce que vraiment, un jeune qui vient à 15-16 ans pour dire « Waouh, je veux faire du théâtre, je veux m'exprimer », c'est une forme d'expression, de théâtre, qui fait partie de l'expression de la voix, mais pas que, mais aussi du corps. Il y a un langage corporel aussi à intégrer, il y a tout plein de techniques après à apprendre. Mais le but premier, si ce jeune-là a envie de faire du théâtre, il va avoir envie de partager quelque chose en direct, parce qu'on est là dans le spectacle vivant. On n'est pas derrière un écran, comme dans la télévision. On est vraiment sur une scène, et là, tout près, il y a un public. Donc, il y a des émotions qui vont passer directement de ce comédien à ce public. C'est le direct. Donc c'est l'émotion c'est le directe. vivant, c'est une interaction. C'est une interaction. D'où le principe de catharsis Exactement. auprès du public. Exactement. Mais là, je comprends entre tes lignes que le comédien ou la comédienne, voilà, essayons de féminiser l'affaire, c'est d'abord quelqu'un qui montre son corps. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de dévoiler son apparence. Ça ne veut pas dire qu'il va se livrer complètement dans sa réalité. Mais je disais que c'est le plus beau métier du monde, comédien. Pourquoi? Parce qu'on peut être plusieurs à la fois. On peut jouer des rôles tellement différents, on peut tellement incarner des textes différents, des auteurs différents. Donc en fait, le comédien, il se sert de son corps, de sa voix, pour exprimer la voix et les textes de quelqu'un d'autre. C'est ça le comédien. Mais dans le fait que le comédien, qu'il soit en capacité d'incarner plusieurs personnages, est-ce que philosophiquement, est-ce que le comédien, comme aurait dit Fernando Pessoa, c'est pas quelqu'un à qui sa seule vie ne suffit pas? Un comédien, c'est quelqu'un qui recherche d'autres vies à mettre dans sa vie. C'est ça. C'est un peu de la schizophrénie, Ouais. de la bonne schizophrénie, c'est-à-dire on a besoin de se nourrir de plusieurs paroles, de plusieurs personnages, de plusieurs émotions, parce qu'on n'est jamais un seul, quoi. Le comédien, moi je parle pour moi en priorité là, pour ceux qui là, on est tellement dans l'imagination de comment on peut raconter les choses différemment, comment on peut les raconter avec la sincérité qui nous touche et qui peut toucher aussi le public. Voilà, cette schizophrénie choisie, je dirais que c'est ça. Après, peut-être que les jeunes de 15 ans n'ont pas cette idée-là. Peut-être qu'ils ont une parole trop urgente à donner. Donc ça va être ça la motivation première pour dire, moi j'ai choisi cette forme-là de monter sur scène pour dire au monde ce que je pense, ce que je suis, ce que je veux être, ce que je veux faire. Les raisons, elles peuvent être multiples et variées. Après, on n'est pas seul non plus sur scène. Et ça, c'est tout le travail du théâtre. Devant une caméra, pour un tournage de film, on peut très bien jouer une scène où on va avoir un interlocuteur, mais on ne va pas la jouer réellement avec l'interlocuteur. On va la jouer devant la caméra, puis l'interlocuteur va faire le même. Au théâtre, on est obligé de s'écouter. On est obligé de partager l'émotion. Donc d'être à l'écoute, d'avoir les oreilles grandes comme des feuilles de chou. C'est vraiment une équipe. Enfin, c'est vraiment comme le baseball, par exemple. C'est vraiment une équipe à 9 ou à 10. Enfin, Ouais. Il y a toute une production Voilà. derrière. On va parler tout à l'heure du métier de scénographe, très rapidement. Par exemple, mais Quelqu'un qui joue un rôle important. On va parler de celui qui va faire l'éclairage. Et l'éclairage aussi joue un rôle dans la force de transmission des émotions du c'est un comédien. énorme métier qui engrange Ça joue beaucoup. plein de Ouais. de métiers. En fait. Celui qui fait le bruit de fond, donc tout ça participe de l'écosystème du théâtre. Mais si on
on tombe dans un piège, toi et moi, volontairement. Le fait de vouloir juger tout rendu esthétique. Il y en a qui vont dire, lui, il est un bon comédien, lui, il est un mauvais comédien. Ah. Donc, si on garde ces catégories d'appréciation, quand est-on bon comédien, Sylvie? Quand est-on mauvais comédien? Pour moi, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Il y a que des gens qui s'expriment et chacun à sa façon. On est tous uniques. Déjà, ça, c'est très important de savoir ça. Vous avez tous vos tempéraments d'artistes. Oui, quoi. on est, mais même dans la vie, les gens, autant que nous sommes là, on est uniques. On n'a pas notre pareil, quoi. Dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon de recevoir les émotions, les chocs, on n'a pas la même façon de recevoir. Le comédien, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon comédien, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de grand rôle. Ça, c'est très important. Il va y avoir, par exemple, dans une pièce, 2 protagonistes qui vont avoir beaucoup de dialogues à faire. Et puis, il va y avoir un personnage muet. Je pense à une pièce de Durnez qui s'appelle A. A, il y a 3 comédiens. C'est un frère et une sœur qui ont eu ensemble un enfant. Cet enfant est l'enfant de l'inceste, est complètement muet dans la pièce, mais on ne voit que lui, on ne voit que ce personnage-là, parce qu'il dit encore plus de choses par son silence. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas une façon d'être bon ou mauvais. Le plus important, je pense, c'est d'être le plus sincère. Ouais. Ah, ça, Voilà. c'est important comme, toucher, comme notion. Voilà, il la sincérité. Il faut une sincérité artistique. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va pouvoir toucher le Voilà. public véritablement. Voilà. Maintenant, est-ce que le théâtre n'est pas un domaine très exigeant et qui consacre certaines exclusions? Qu'est-ce que j'entends par là? Quand le dramaturge il écrit sa pièce, des fois il prévoit un personnage grand, il dit un personnage grand, ou il dit un personnage petit, ou il dit un personnage un peu grassouillet. Ah oui, Donc, tu veux dire des didascalies qui décrivent les les personnages. didascalies qui décrivent les personnages. Mais est-ce que ce n'est pas un métier au sein duquel, suivant le corps que tu as, suivant la voix que tu as, tu ne peux pas le faire? Donc le théâtre serait presque un univers, presque comme la franc-maçonnerie. Il faut mériter sa place, il faut correspondre à certains déjà là descriptifs. Je pense pas. Je pense à un auteur comme Samuel Beckett. Samuel Beckett, en attendant Godot, il y a une didascalie pour chaque refrain, pour chaque passage de texte. Et c'est très important de respecter cette lignée que donne l'auteur. Mais après, quand c'est question de description vraiment physique, c'est très rare quand même quand les auteurs disent tel personnage est très grand, sauf si on veut jouer par exemple des jumeaux complètement différents. Il y a un petit livre pour enfants là que je pense, c'est vraiment un jumeau qui est minuscule et puis son frère qui est très grand. Là oui, si on veut raconter cette histoire-là, il va falloir qu'on cherche des corps qui racontent ça. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Le respect des didascalies, pour moi, c'est très évident. Il faut respecter ça, la parole de l'auteur, la parole du choix, de la scénographie, du choix. Mais chacun a sa place, parce qu'on peut être grand et jouer un petit. On peut être grand et jouer un petit. On peut être grand et jouer un petit. Ah ben, du coup, le théâtre, c'est un territoire de totale liberté. Totalement. Et d'imagination incroyable, parce que un grand peut avoir, je sais pas moi, un artifice dans son costume où il va jouer un personnage tout petit. Et j'aimerais qu'on aille à la page 51 et j'aimerais que tu fasses Ali. Et je trouve ce passage très marquant. Et jusque-là, on va garder la surprise. On ne va pas dire aux gens dans quelle pièce nous sommes. On va peut-être voyager de pièce en pièce. Et ça s'appelle le goût de la surprise littéraire. On va commencer à Ali. Tu te Ali, fais, Ali ou tu te Ali, fais moi je m'en défendre. fous. Moi je m'en fous de ta vie. Ok, Ali. Moi, je m'en fous de ta vie. Tu peux faire le trottoir si tu veux, mais tu ne critiques pas le pays. Moi, le trottoir, on va s'arrêter là. C'est pour justifier ce que tu as dit. Voilà. Où là, je viens en quelques secondes de jouer Un personnage féminin. Fadila. Fadila. Une jeune fille de 14 ans qui, Ouais. dans la pièce, va être mariée de force et elle s'enfuit pour fuir ce mariage de force. Voilà. Tout à fait, Mais tu peux exactement. continuer maintenant. Tu te fais défendre par des gitans et des roumis et tu te dis arabe. Moi, je suis fier d'être arabe. Mais toi, tu me fais honte. C'est toi la honte. Parce que moi, je meurs pour l'honneur. Et c'est quoi l'honneur? C'est ta sœur. Ah, ça va alors, je n'ai pas de sœur.
Ça, c'est mon passage préféré. J'adore. Je pense que c'est la première raison pour laquelle moi je lis dans ma vie. C'est pour ce plaisir du texte, De la surprise. de la surprise. La surprise de l'éclat, en fait, oui. Ouais. Alors, je peux parler un petit peu de ça si Bien tu sûr, voilà. bien sûr. Slimane Ben Aïssa, en fait, ça, c'est une pièce radiophonique, tu ne le croiras pas. Ah ouais? C'est une pièce radiophonique. Et je suis une des metteurs en scène, toute théâtre amateur à l'époque, parce que je l'ai créée, cette pièce, en France, c'était en 1996 ou 97, avec des enfants et des adolescents. Et j'ai invité l'auteur. Et l'auteur me dit, ah, c'est la première fois qu'on monte une de mes pièces radiophoniques. Et il était très surpris. Alors, c'est l'histoire de jeunes enfants qui sont mal dans leur pays ou dans leur vie et ils veulent partir ailleurs. Absolument. Et pour avoir droit à cet ailleurs, ils doivent passer devant une commission de 3 juges mi-hommes, mi-animaux, qui décideront quelle histoire sur les 7 histoires aura le droit de partir ailleurs. Alors, il y a comme personnage, il y a 2 jeunes gitans, le frère et la sœur, je ne sais plus leur nom, c'est Manouche et Sébastien. Qui elles, veulent raconter leur histoire à tous les deux. Il y a Fadila, une jeune fille de 14 ans qui est d'origine maghrébine, que la famille veut marier de force. Elle s'enfuit, elle fuit ce mariage de force. Il y a Antoine. Antoine, lui, il est persuadé que ses parents veulent faire la guerre économique. Ouais. À l'époque, c'était pas d'actualité, on peut absolument, maintenant actualiser. Il y a Céline. Céline, elle est écœurée par le divorce de ses parents, donc elle veut partir, elle ne veut plus entendre les heurts, les cris, disputes des parents. Il y a Michel qui, lui, mélange toutes les lettres. Pour lui, la dyslexie, la dysorthographie, c'est un calvaire. L'école, les lettres, il ne peut pas apprendre à lire, il n'est pas libre. Et pourtant, il a de la poésie en lui, mais il n'arrive pas à mettre ses yeux sur les lettres qu'il lit. Puis il y a Ali, que tu aimes beaucoup. Ouais. Ali qui est le plus... qui répète un peu la parole des grands, en fait, de la cité. Moi, je l'avais fait jouer comme ça. Un petit qui disait c'est quoi le truc, c'est ta sœur, c'est quoi mourir pour l'honneur, c'est ça. C'est des paroles qui sont très graves, mais dites par un enfant jeune qui répète sans savoir trop ce qu'il dit. Parce qu'après, à la fin, on a quand même le revirement des situations d'Ali, qui c'est lui qui va dire mais non, ils doivent partir ensemble. Bref. Mais le Chacun personnage, raconte son histoire, voilà, chacun raconte son histoire, et puis au bout du compte, c'est Sébastien tout seul qui peut partir. Et Sébastien, il refuse parce qu'il veut partir avec sa sœur. La caravane a brûlé, les parents sont morts, ou du moins un des parents est mort. Il ne peut rien faire, et s'il veut partir, c'est parce qu'il a sa petite sœur. Il veut d'abord avec sauver lui. la peau de sa sœur. La famille, avant tout. C'est une pièce qui me donne encore des frissons quand j'en parle. Non, ça en donne parce qu'après, les enfants se sont mobilisés un peu pour le soutenir. Malgré le fait que ces enfants aient perdu leur visa pour l'ailleurs, ils ont décidé de mutualiser leurs énergies pour soutenir celui qui allait partir. On est de la partie individuelle, individualiste, où après il y a le cœur. Et c'est exactement l'histoire du théâtre. Ouais. On a chacun son personnage à défendre, mais à un moment donné, il y a une force du cœur. Il peut y avoir une chorale sur scène qui va nous faire voyager dans une émotion incroyable. Donc voilà. C'est ça la pièce qui s'appelle Ailleurs, ailleurs. Elle a tellement un écho ici pour le désir de partir de certains enfants, de certains jeunes. Bon, il y a des raisons de partir dans ce pays, mais il y a des raisons aussi toutes simples. C'est de montrer son talent ailleurs, de montrer sa créativité. Et il y a ces fameux visas à demander, ces fameux juges à passer, qui sont les ambassades, le juge qui sont étant, les ministères. c'est un consulat, c'est des papiers, c'est des attestations bancaires. C'est tout ça, c'est tout ça. Et ça fait vraiment écho avec la situation actuelle d'Haïti. Et voici l'une des raisons pour lesquelles un Haïtien, une Haïtienne doit lire ce qui se passe dans les livres, se passe dans votre vie. C'est ce que fait un livre. Le livre reproduit ce que vous vivez dans votre vie et ça vous donne des codes, ça vous donne des clés pour dépasser les difficultés du quotidien. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Des livres et vous. Nous tournons l'émission dans un cadre unique, particulier. Nous sommes dans la résidence Soleil. Nous avons fait de notre mieux pour respecter les gestes barrières, établir entre nous 1,50 m parce que malheureusement, la Covid-19 existe toujours et il faut adopter tout un protocole sanitaire de prudence pour ne pas contracter ce virus. Je vous laisse respirer,
On va continuer à faire ça pendant encore plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait plus vie dans nos veines. Délivrez-vous existera. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mais d'où vient ce cri? Il m'a échappé. Rattrape-le, mets-le en cage. Mais on dirait que tu as tout oublié. Tu es la fille du roi de rien. Moi, j'aime bien les cris. Au pays de rien, un cri, c'est un crime. C'est la loi d'ici. Tu es le roi. Tu peux changer la loi. Je ne veux pas changer la loi. J'en suis très fier. Ah, tu as gémi. Tu rattrapes ce gémissement et tu le mets en cage. Je t'aime si fort. Tu seras la plus parfaite des reines du pays de rien. Je ne veux pas être reine de rien. Écoute, un jour, tu seras fière de l'être. Quand tu étais petite, tu adorais que je te raconte l'histoire de notre pays. Tu m'écoutais pendant des heures. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu étais fière de mes trésors de chasse et plus tard de mes trésors de guerre. J'ai réussi à faire taire tout le royaume. Puis, je l'ai débarrassé de tout pour qu'il n'y ait plus rien. Il ne reste rien. C'est exactement ce que je veux, rien. Et moi? Je suis rien? Tu es la future reine du pays de rien. Je ne veux pas. Tu es la fille du roi de rien. Tu l'es et tu le resteras. Je m'ennuie ici. Je ferai revenir des gens. Non, les gens c'est compliqué. Ça sème et ça ne sème plus. Et ça se multiplie trop vite. Je planterai des arbres. Pour qu'ils nous tombent dessus? Non, non. Tout ça c'est trop de tracas. Je ferai des grandes autoroutes pour voir les camions passer. Et tous ces gens qui viendraient d'ailleurs? Je ferai de grandes fêtes. Pour pleurer après? Ah, tu as soupiré. Tu attrapes ton soupir et tu le mets en cage. Regarde, pas un brin d'herbe, pas un nuage, pas un frémissement, pas de poussière, ni d'oiseaux, ni de chats, pas de maison, ni de porte, pas de mur, pas de couleur, rien, surtout rien, et c'est bien. Ici, il faut veiller au rien. Je ne fais pas de larmes, pas de rire, pas même une idée. Une idée, c'est pas rien. Moi-même, je ne suis pas assez rien. On a un comédien né. Hein. Bon, je t'aurais fait travailler moins sur la colère, mais il y a des choses... Voilà, il faut du travail. C'est une répétition. Hein. Absolument. Et c'est dans la répétition que l'on trouve la justesse après. Et quelle pièce, hein, Le pays de rien, Nathalie Papin. Et parce que moi, ce qui me séduit dans le théâtre, c'est ce que j'appelle le papillonnement philosophique du théâtre. C'est très poétique, Chaque philosophique. pièce porte une philosophie, chaque pièce nous porte à réfléchir. Là, nous sommes sur... c'est carrément Nietzsche, quoi. Nous sommes dans le nihilisme, la consécration du rien, c'est magnifique. Et ce sont ces éditions-là qui sont riches de ça. Ces éditions jeunesse que j'essaie depuis 4, 5, 6 ans de faire connaître ici. Et là, tu le mets merveilleusement en scène parce que c'est ça, ce sont des messages directs qui touchent le cœur. Et encore une fois, le pays de rien, il a touché le cœur d'un garçon que j'ai rencontré en 2003, un Africain, un jeune Africain, qui quand je lui ai offert la pièce m'a dit « Mais Sylvie, tu racontes l'histoire de mon pays, du Togo ». Et quand j'ai raconté ça ici, on a dit la même chose, c'est-à-dire qu'on a senti directement le pourquoi c'est écrit. Et Nathalie Papin, elle est tellement dans la poésie et dans le... comment dire... Non, mais elle explore les impossibilités. Voilà. Comment capturer un cri, comment capturer un soupir et mettre ça en cage. C'est une dictature qui est en place, C'est une dictature, on est d'accord. absolument. Mais un homme qui ne veut plus être roi de quoi que ce soit,
et qui aime sa fille. C'est ça qui va sauver d'ailleurs, l'amour paternel va sauver ce royaume parce qu'il va offrir quand même le royaume à sa fille. Il n'était pas obligé, il aurait pu tout anéantir et repartir, mais Nathalie Papin est très féministe dans sa fin. Elle lègue le royaume à cette jeune fille. C'est vrai que le personnage masculin, à un moment, il va partir. Le pays de rien, une recommandation de lecture, délivrez-vous. Nous sommes sur ce plateau avec une invitée, Sylvie. Sylvie qui connaît Haïti un peu comme le fond de sa poche. Sylvie qui a beaucoup travaillé sur la scène culturelle, théâtrale haïtienne et qui fait la promotion de cette collection jeunesse de théâtre pour les enfants. Et tous les enfants, tous les jeunes qui regardent cette émission, c'est le message que nous avons pour vous. Faites-vous plaisir. C'est ça le travail d'un livre. C'est vous procurer du plaisir. Un plaisir de l'esprit, un plaisir des sens, un plaisir physique à la limite, hein, un feeling émotionnel très particulier. Je dirais juste que ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas du théâtre que pour les enfants. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui met en scène des jeunes personnages, mais qui doit être absolument joué par des adultes qui sont déjà confirmés dans le théâtre. Déjà le personnage du roi, en effet. Mais après, c'est un théâtre qui s'adresse au tout public, en fait. Voilà, ça, parce qu'on a tendance à trop cloisonner les répertoires, alors que ce répertoire est un théâtre jeunesse, mais ce n'est pas un théâtre que pour les enfants. Il y a plusieurs lectures. C'est un théâtre ouvert, c'est-à-dire Alphonse qui réalise cette émission, Guito, Emmanuel, Émilie qui nous fait le maquillage. Ils peuvent tous profiter avec nous, eux qui vivent ça en direct de ce théâtre. Et sans oublier Gamin qui fait les plans précis sur toi, hein, n'est-ce pas? Lorsqu'on s'appelle Gamin, on a un prénom magnifique. On est fait pour le théâtre. C'est un nom de comédien. De scène. Le comédien est donc sur une scène. Il y a quelqu'un, Sylvie, qui met la scène. Voilà. Un metteur en scène. Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est le magicien qui va faire que cette parole, elle va atteindre les cœurs des spectateurs. C'est que cette parole, elle est mise en espace. Elle est mise en espace. C'est un travail à part, la tâche de metteur en scène. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre dans le théâtre, le rêve, et c'est la partie du metteur en scène. On peut jouer le pays de rien avec des cages imaginaires. Les cages, qu'est-ce que c'est que les cages? On peut se poser la question, parce qu'en fait, ce roi du pays de rien enferme toutes les émotions dans des cages. Les soupirs, les cris, les pleurs. Mais nous, les cages, on les faisait presque invisibles, c'est-à-dire rattrape ton cri, hop. Elle rattrapait son cri, elle l'écoutait, et après, elle le mettait dans un endroit qui n'était pas forcément une cage comme on l'entend au sens cage. Mais on peut tout se permettre. Qu'est-ce que c'est la cage? Qu'est-ce que c'est... Le metteur en scène, d'où la formule de mise en espace. C'est celui qui applique la parole du texte à un espace. C'est ça, un espace. Qui permet à cette parole-là d'occuper un topos, comme aurait dit les Grecs. Qui va décider de où se place le public aussi. Est-ce qu'on va jouer au milieu du public, c'est-à-dire avec le public dans le cirque, dans le cercle, parce qu'on peut jouer aussi des formes de théâtre dans le cercle. Est-ce qu'on va jouer en bifrontal, c'est-à-dire de chaque côté il y a des spectateurs et on va jouer au milieu, ou est-ce qu'on va jouer en frontal, c'est-à-dire le public est là et les comédiens, les acteurs sont sur scène. Ça aussi c'est de l'ordre de la décision du metteur en scène. Quel parti pris, c'est le metteur en scène. Les acteurs, ils vont donner. Et quelle émotion ils souhaitent avoir des acteurs. Voilà. Quelle émotion, qu'est-ce qu'on joue, on est là pour jouer quoi, pour dire quoi. Tout en étant conscient que le texte n'est pas son texte, que le texte, on va se le... Justement, j'allais te le dire. En mémoire. Et le metteur en scène, il perd un peu en liberté, parce qu'il ne peut pas dénaturer le texte pour que le texte puisse desservir son vouloir dire. Il a le rôle de respecter, de faire respecter la parole de l'auteur. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, s'il y a un comédien qui apprend de l'alexandrin, par exemple, et puis fait, je sais pas, au lieu de faire 12 pieds, il va faire 10 pieds, aïe! Là, le metteur en scène est là pour... Faut dire, attention, il manque de pieds. Hein. Voilà. Mais il y a cette liberté. Et après, le spectacle... Il faut aussi savoir le donner et l'offrir, le spectacle. C'est-à-dire qu'on a mis en place des choses, des règles, des espaces. Mais après, c'est toute une osmose entre les comédiens, le metteur en scène, le message, l'auteur. Et le reste des acteurs. Et après, c'est la réception du public qui va... Ce metteur en scène est assisté par quelqu'un. Par exemple, le tournage Délivrez-vous là maintenant, nous sommes dans une scénographie.
la manière de c'est placer les chaises, de placer, on va parler de ça tout à l'heure, de Il placer y a nos verres. l'accessoiriste, Il y a l'accessoiriste. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur le métier de scénographe. On va revenir à ce garçon de 17 ans qui regarde cette émission, qui ne sait pas ce que ça veut dire, quelqu'un qui dans la vie dit « moi je suis scénographe Ouais. ». Qu'est-ce qu'un scénographe, Sylvie? Alors un scénographe, c'est celui qui va choisir l'esthétique de l'espace, Voilà. d'abord. C'est vraiment un métier qui laisse après une grande liberté aussi. Mhm. Mais est-ce que ça va se jouer sur la mer? Je dis n'importe quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va imaginer une mer avec des vagues de tissu, avec une lumière, avec un fond derrière, un taps qui va faire défiler des paysages de mer et tout? Est-ce que ça va se jouer dans un espace confiné? Tout dépend de la pièce. Mais le scénographe est en binôme à ce moment-là avec le metteur en scène. Les deux communiquent sur ce qu'ils ont envie de donner à voir. Le metteur en scène dit « je veux 2 chaises pour le tournage de l'émission Délivrez-vous ». Le scénographe, c'est lui qui va choisir un peu les chaises de concert avec le metteur en scène. Oui. C'est lui qui gère les objets qui sont sur la scène. C'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, il va y avoir des dessins avant, il va y avoir des propositions de l'un et de l'autre. Mais le scénographe va avoir toute liberté déjà de dessiner l'espace. Voilà, de dessiner c'est un l'espace. dessinateur d'espace. Moi, j'adore cette formule, elle est poétique. Un décideur d'espace. Un décideur d'espace. Nous avons derrière nous, Sylvie, Live Lib. Et objectivement, avec la caméra, les gens peuvent voir ce que c'est. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans une résidence privée, la résidence Soleil, qui est à la Fleur du Chêne. Et voici donc cette boîte de livres dans une résidence où habitent des particuliers. Sylvie, qu'est-ce que c'est que cette boîte qui contient des livres? Et nous, il lire dans cette boîte-là, Live Lib. Qui ça a causé, ça y est? Alors, c'est la première bibliothèque gratuite, à ma connaissance, parce qu'il peut y en avoir peut-être dans le pays, et je ne sais pas. Mais c'est la première bibliothèque gratuite que je voudrais offrir parce que je vais partir de Belle Soleil. Le temps de savoir quand est-ce que je reviens en Haïti. J'ai toujours une période de 3-4 mois d'absence. Et là, je voulais, pour la période de confinement, j'ai vu les enfants s'ennuyer, j'ai vu les adultes s'ennuyer. Pas forcément faire le confinement comme il aurait dû se faire. Mais s'il y avait eu des livres, et il y en avait parce que j'ai pu passer des livres avant même qu'il y ait ce système-là, les gens sont très friands. Il y a un jeune homme ici qui s'appelle Poléus qui lit 3-4 livres tous les 3-4-5 jours. Poléus, bravo. Poléus est là. Poléus qui est là, où es-tu Poléus? C'est un grand lecteur. Poléus est là. Viens 5 secondes sur le plateau Poléus. Viens 5 secondes sur le plateau Allez, Poléus. viens. Allez, on va te présenter au plateau Poléus. On va aller Poléus, on improvise Poléus. Comme ça, d'autres jeunes de ce pays vont te regarder. Ça Viens, va Poléus? Poléus, viens. Tu es chez toi, tu es en t-shirt et tout. Voilà, on va te présenter à ce pays. Voici donc un jeune. Non, tu ne parles pas, tu es très timide. Que ce pays puisse te regarder. Tu lis entre 2 à 3 livres par semaine. C'est ça. Bravo, il faut que d'autres jeunes de ce pays fassent la même chose que toi. Il aime cette édition de théâtre jeune. Il aime beaucoup cette édition, il est là-dedans. Et c'est justement ce conseil-là que nous avons pour les jeunes de ce pays. Soyez tous des Poléus. Nous pas perdus rien si nous lisons des livres qui font nous plaisir. Pas de monde qui ne pas lire. Si vous tombez sous l'IA ou pas aimer lire ça, mon pas capable aimer lire. Lire son activité qui a bon plaisir. Donc personne ne refuserait une partie de plaisir. Donc on revient à Alors Live cette Lib. boîte à lire, j'ai la chance d'avoir dans la famille. Moi j'ai ma famille ici, j'ai la famille de ma fille ici. Le menuisier ébéniste qui est là, voilà, c'est le monsieur Louinel Laureus qui a fabriqué déjà la boîte. Laureus que je connais, qui est un excellent ébéniste. Hein. On a travaillé ensemble sur des projets. Hein. Exactement. Ensuite, on a la chance d'avoir un bel artiste du Chlorate Bizarre, du collectif d'artistes Chlorate Bizarre, le collectif de Philippot, de Woody Camille Philippot. C'est Jose Midi. Jose, il n'est pas là? Il faudrait qu'il vienne. Ouais, Jose est quelque part. Hein. Il me semble que. Et bon. Jose, avec juste l'idée que je lui dise, ben voilà, il faudrait faire une plastique d'une boîte qui va insérer des livres. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 mains comme ça qui tiennent un livre. 2 mains qui tiennent un livre, en effet. Et puis, je voulais également laisser libre les livres visibles. Donc, je voulais mettre du plexiglas. On n'a pas encore trouvé le plexiglas, mais on a dit, mais pourquoi pas découper le bois en attendant d'avoir le plexiglas. Absolument. Et on verra. Et là, il a fait un visage carrément. Alors moi qui suis aussi marionnettiste, je ne peux être que comblée par ce travail plastique qu'a fait Jose Midi parce que c'est vraiment pour moi une tête pensante, une tête qui va se charger de tous ces livres
et qui va être riche de toutes ces lectures. Absolument. Voilà. Voilà, une tête, livre libre. Et j'aime bien la notion de livre libre. Le fait que on associe livre à liberté. Et c'est ça, on livre by tout le monde. On livre by ou liberté pour aller côté où vous voulez aller. De Haïti étant, de Carrefour étant, de Carrefour étant, de Delma étant, le livre vous donne un visa pour partir à Monaco, un visa pour partir à Tokyo, pour partir à Londres. Et il y a Néhémie Pierre Dahomey, écrivain de son état, qui est le parrain de cette première boîte Voilà. de livres. J'avais envie T'avais d'un un auteur, texte de- d'un bel auteur qui puisse parrainer ce premier concept. Uh-huh. Effectivement, c'est l'auteur de Rapatrié. Rapatrié, Néhémie publié Pierre chez Seuil. Dahomey. Uh-huh. Alors, je peux lire un peu le texte, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ces livres, le système, c'est prends yon livre, poté yon livre. OK. C'est-à-dire que la boîte ne soit jamais vide. Uh-huh. Si on prend un livre, on a quand même un livre chez soi qu'on va partager, qu'on va mettre dans la boîte. Mhm. Et prendre, c'est pas bail, Ouais. mais si vous êtes capable, poté yon l'autre livre. Oui. Voilà. C'est très important pour que tout le monde partage. Après, je parlerai du répertoire, mais Hein? il y a du répertoire pour le jeune public, vraiment, pour des albums pour les enfants. Il y a des livres de théâtre, bien sûr, de ces mêmes éditions. Ouais. Il y a des romans. Il y a des revues aussi. La revue en créole de Créis. Il y a plusieurs livres. Et surtout, il y a la librairie ici même de Monsieur Tardieu, Mhm. donc Copie Vite, qui a offert une 60aine de livres sur Uh-huh. la langue créole, sur René et Rita Nancy, de Uh-huh. Nan-Nord, Mhm, Nan-Jacques Mel. Plutôt des livres donc là de documentaires Ouais. sur la géographie, Mais sur le le pays. principe là, c'est prendre un livre, poter un livre. Poter Et yon ça, livre. dans le quartier dans le pays, nous avons reproduit le modèle, ça. Deux personnes qui Delma, qui Pétionville, on boîte qui a un livre. Donc c'est on nous prend un livre ou bas un livre. On est sur la fin de l'émission, je te laisse quand même la liberté de lire le texte du parrain quand même. Alors, avec plaisir. Mosso la vie. Si livre t'es libre tout côté, zèle t'a poussé dans dos rêve nous. Timounio t'a content, Joukio contentant. Grand Mounio, t'a dansé sans dépenser. Livre, c'est bien-être, réflexion, accenté. Livre, c'est problème, émergence, ac condensé. C'est la vie. Livre libre tout côté, nous finouons mort. L'automne pralé, n'a pas osé, joue combien janvier. Où t'as dit son indépendance cap continuer, tous les jours sans camper, n'en tête nous, n'en qu'est nous. Où t'as dit qu'on oxymo, son mosso liberté qui fait mêler en pile bande boîte. Livre libre, prend livre, déshabillé liberté. Néhémie Pierre Dahomey. Voilà, Néhémie Pierre Dahomey qui sépare maintenant. Il y a un mot qui dit dans le texte là, je vais clarifier pour le public. Bon côté Néhémie écrit, c'est un coup un oxymore, côté où prend un mot sur liberté, ou mettez le dans une boîte. C'est ça qui est un oxymore dans la littérature. C'est là où associer deux éléments contraires. On connaît cette fameuse phrase, c'est quoi cette obscure clarté qui tombe des étoiles? Il y aurait ça un oxymore. Voilà, Sylvie, nous sommes vraiment à l'embrasure. Merci de nous avoir reçus chez toi, à Résidence merci. Bel Soleil, Merci, la merci Fleur du beaucoup. Chêne. Et nous invitons tout Haïti à reproduire ce schéma, cette boîte de livres libres. Bon la caillou, mettez avec de l'autre jeune, de l'autre notable dans zone nan. Créez donc des boîtes et mettez des livres dans ces boîtes. Mettez des morceaux de liberté dans des boîtes, faites des oxymores et invitez les jeunes du quartier à lire. Invitez les jeunes du quartier à charbonner leurs intelligences. Merci encore Sylvie. Merci Ce fut à un vous, plaisir. merci à toi, merci à toute l'équipe. Je rappelle qu'on a, un qu'on a plaisir. principalement feuilleté deux pièces. Nathalie Papin, Le pays de rien, recommandation de lecture, et aussi Voilà. ailleurs de Slimane Benaïssa. Tu as lu aussi. L'enfant Dieu, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais la télévision, malheureusement, est une dictatrice. La télévision ne négocie pas bien ses relations avec le temps. Je remercie l'équipe technique de la télévision. C'est une équipe qui me soutient depuis quand même 4 ans. 4 ans d'une aventure autour du livre. Et à chaque fois, il y a des déplacements et cette équipe me suit. Ça demande un effort physique,
C'est un effort mental, d'adaptation. d'adaptation, un effort de conceptualisation. Parce que les gens nous voient assis ici, mais il y a la télévision, l'équipe de la télé qui organise l'espace, qui fait des propositions. Il y a quelqu'un qui réalise l'émission qui s'appelle Alphonse. Il y a une personne qui nous maquille qui s'appelle Émilie. Il y a Gamin qui fait des plans. Il y a Emmanuel, il y a Guito, il y a Spencer qui fait des photos. Il y a David qui nous aide à mettre en place toute la machine, etc. Sans oublier Ral qui nous donne le son. Hein. Sans le son, est-ce que cette émission n'est pas une fiction? C'est une grosse équipe. Malheureusement, ma mémoire est de la même taille que moi. C'est-à-dire 1,62 m de mémoire. Des fois, j'oublie des noms, mais c'est une grosse équipe qui nous permet de débarquer chez vous. Merci à vous de continuer à nous suivre. Et surtout, faites-vous plaisir de temps en temps. Lisez les livres qui vous plaisent. Si vous n'aimez pas un livre, fermez-le. Ce n'est pas la lecture que vous n'aimez pas, c'est ce livre-là que vous n'aimez pas. Et lisez des livres qui correspondent à vos champs d'intérêt. Si vous aimez la plomberie, allez-y. Couture, allez-y. Cinéma, allez-y. Musique, l'important demeure de lire. Merci à vous de suivre cette émission. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.